Eh bien voilà, c'est l'opération France Culture en 24 heures du livre, tout aujourd'hui jusqu'à cette nuit. France Culture vous parlera du livre. Vous savez que France Culture ne vous parle pas du livre seulement, évidemment, une journée par an. Mais là, il s'agit de faire un peu, au fond, un focus sur de nombreuses questions de l'économie du livre, à son devenir, à son histoire, et puis qui sait, à ses transformations face à la question du, voilà que le mot sera donc lâché, du numérique. Bonjour Alban Cerisier. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la maison Gallimard, en charge des fonds patrimoniaux ainsi que du développement numérique de la maison de la rue, désormais non pas Sébastien Bottin, mais la rue Gallimard. La rue Gaston Gallimard, voilà. Depuis le centenaire de la rue Gaston Gallimard. Bonjour Christian Torel. Bonjour. Vous êtes venu sans votre tablette ? Restez dans le micro. Dans la poche. Voilà, Christian Torel, éditeur et libraire qui dirige la librairie, la puissante librairie Ambre Blanche à Toulouse. Vous avez été à une époque vice-président du syndicat de la librairie française. Alors les chiffres sont là, le livre numérique décolle enfin, lit-on dans une dépêche AFP, il est drôle, c'est enfin. En France, grâce au marché des liseuses et des tablettes en forte croissance en 2012 dans l'Hexagone, il y a une offre de contenu plus riche selon les données de l'Institut GfK publiées donc mardi dernier. Selon les prévisions de croissance, le marché du livre numérique devrait atteindre un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros à l'horizon 2015, avec une croissance envisagée de près de 80% cette année à 21 millions d'euros. Ces données sont estimées à partir de l'expérience de l'Institut sur d'autres marchés pour lesquels la dématérialisation du contenu s'est déjà opérée. Évidemment, on compare avec ce qui s'est passé avec la vidéo à la demande, la musique, le streaming et les albums en téléchargement. Témoin de cet essor, la plupart des éditeurs proposent désormais leurs nouveautés en version papier et en version numérique. Jamais autant de livres n'ont été numérisés que lors de cette rentrée littéraire. Par exemple, prenons un concurrent au hasard, Alban Cerisier, le 21e roman d'Amélie Nothomb, Barbe Bleue, Albin Michel, est ainsi en tête des ventes sur iTunes, boutique en ligne d'Apple, et il est par ailleurs sorti simultanément en livre audio chez Audiolib. Voilà. Et puis l'offre des liseuses, et puis on en terminera avec ces chiffres-là, l'offre des liseuses, elle, à encre électronique s'est étoffée ces derniers mois. On est passé de 27 000 unités en 2010 à 145 000 en 2011, avec, reprenez un peu d'eau, Christian Torel, une prévision pour 2012 de 300 000. Bon, c'est fini le papier, alors ça y est. C'est très loin d'être fini. 55 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2015. Si on le compare au chiffre d'affaires de l'édition papier aujourd'hui, c'est rien du tout. Alors c'est quoi le chiffre d'affaires ? C'est un peu plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on voyait qu'on est sur quand même un phénomène qui, à en croire GfK, demeurerait marginal, en tout cas une petite part finalement à l'activité globale de l'économie du livre en France. Donc c'est très peu de choses, ça a une existence. Mais c'est vécu comment quand même ? Comme une menace, comme un complément, comme quelque chose qui... C'est aucunement vécu comme une menace dans les maisons, en tout cas. Ça, je peux vous en parler. Chez les éditeurs ? Aucunement. La menace qui était perçue jusqu'à récemment, c'était que ce marché, dans une économie du livre très régulée en France, du livre papier, j'entends, du livre imprimé, n'obéissent pas à des mêmes règles de politique du livre, qui maintiennent des éléments de diversité dans le paysage, dans les libraires, dans l'offre, voilà. Ça, je crois que nous avons eu vraiment une très grosse activité pour préserver ces conditions et qui s'est incarnée par l'adoption d'une loi sur le prix du livre numérique. Voilà. Donc ça, c'était une inquiétude. Et c'est peut-être l'absence de cette loi et cette incertitude sur le contexte qui a provoqué un certain retard par rapport à ce qui pouvait se passer outre-Atlantique. Bon, mais vous vendez bien des livres numériques chez Gallimard ? Donc on vend effectivement toutes nos nouveautés dans la mesure où, bien sûr, les auteurs... Le Bélanger, par exemple, il est sur iTunes. Alors, il est sur iTunes, il est sur Amazon, il est en vente sur la librairie numérique d'Ombre Blanche que Christian Torel, dont Christian Torel s'occupe, chez Denis Mola, à la librairie Mola de Bordeaux et partout, chez des jeunes libraires, ce qu'on appelle des pure players, comme Feedbooks, Immatériel, etc. Voilà. Alors vous avez prononcé le mot magique, Alban Cerisier, la librairie numérique de Christian Torel. Ben oui, parce que les libraires traditionnels, tout de même, ils sentent le vent venir et donc ils se mettent aussi à vendre des livres dématérialisés. Eux aussi se sont organisés ces derniers mois, Christian pourrait mieux en parler que moi, mais ils se sont organisés autour de structures interprofessionnelles comme Dilicom, etc., pour là aussi que l'économie du livre numérique respecte, soit en situation de servir l'ensemble finalement du réseau qui est notre grande richesse en France. Bon, alors quand un libraire, Christian Torel, comme vous, décide de vendre des livres dématérialisés en numérique, ça veut dire qu'il se tire dans le pied ? Alors je vais pondérer l'enthousiasme d'Alban, que je connais très bien.
Notre vocation première et notre modèle économique, il est basé sur le papier. Je pense qu'il restera essentiellement sur le papier. On ne peut pas nier... ça, c'est le client qui décidera, c'est le lecteur qui décidera. On ne peut pas nier pour le moment une évolution. Nous allons essayer de nous adapter à cette évolution. Cette évolution, elle sera sûrement progressive. On parle cette année de 1,5% à 2% du marché en numérique. Nous n'y sommes peut-être pas encore. Et de toute façon, la spécificité en France, c'est que l'écosystème, ce qu'on appelle la chaîne du livre, elle fonctionne parfaitement pour le lecteur de livres de papier. Donc je pense que la vitesse à laquelle le livre numérique a gagné effectivement outre-Atlantique ne sera sûrement pas la même que dans nos contrées européennes et en particulier en France. Ceci dit, c'est vrai qu'on ne pourra pas aller contre cette réalité parce que la puissance, elle n'est pas du côté d'Ombre Blanche. La puissance, elle est du côté des grands opérateurs qui nous imposent effectivement des rythmes et des flux. Bon, très bien. Les grands opérateurs, ceci dit, donc, il faut dire des. Nous adaptons. Donc nous adaptons. Nous allons faire une offre que je dis complémentaire, c'est-à-dire que l'essentiel de notre activité, je dirais même la totalité de notre activité profitable entre guillemets, c'est-à-dire nous permettant d'être toujours en action, ce sera le papier. Mais nous ne pouvons pas échapper à ce complément et donc à ce qui nous amène à pouvoir diffuser ce complément. Donc nous avons dans notre site internet et probablement très vite en magasin cette offre numérique. Mais c'est quoi, quand même que chez Barnes & Noble aux États-Unis, qui est une industrie très puissante de la distribution du livre, Barnes & Noble perd des centaines de millions de dollars sur le numérique et compense cette perte par la vente de livres papier. Oui, et nous sommes aux États-Unis. Et c'est associé avec Microsoft. Il y a eu cette nécessité de s'associer à Microsoft pour tenir ce marché, d'une certaine façon, sa position sur le marché. Mais c'est vrai que là où je rejoins Christian, c'est qu'il y a quand même des spécificités sur le marché du livre papier qui nous obligent à penser quand même un peu différemment l'avenir du livre numérique en France par rapport à ce qui peut se passer outre-Atlantique. Je pense notamment au poids du poche et à la qualité du poche en France. Et le poche, c'est quand même plus de 20% du marché en France. Ouais. Donc ça fait avec un prix du livre assez bas, etc. Par rapport auquel, finalement, le livre numérique doit se positionner et entre nécessairement en concurrence. Donc, il faut prendre ces éléments-là aussi en ligne de compte. Il est plus cher de lire un livre en édition numérique qu'un livre de poche, le même livre? Alors, ça dépend à quel moment, ça dépend chez quels éditeurs. Chez Gallimard, à partir du moment où le livre paraît en poche imprimée, le prix du livre numérique se cale par rapport au prix poche. Ouais. Voilà. Par contre, à la parution du livre, le livre est en général à 30% moins cher que le prix du livre papier en édition originale. Christian Thorel. Alors effectivement, je rejoins Alban sur cette question du poche. Probablement, le poche est le lieu où se passera ou ne se passera pas la grande révolution, cette grande révolution des supports. Moi, évidemment, je suis tout à fait pour le maintien d'une industrie de l'édition papier en poche, qui est devenue aujourd'hui le cœur un cœur de notre métier, et là-dessus, les avis pour l'avenir, les prophéties sont très divergentes. On entend ceux qui pensent que de toute façon le poche va être radicalement balayé. Je pense que c'est le propos, d'Assouline dans le débat, alors que d'autres pensent encore, et je serai de l'avis d'Alban là-dessus, la spécificité en particulier du réseau des libraires en France, qui relaie une production extrêmement diverse, très appuyée, très novatrice, toujours en recherche. Bon, ce réseau et cette spécificité française vont peut-être nous permettre de conserver cette présence très active, très forte du livre de poche. Alors, Alban Cerisier, il ne vous a pas échappé que la Maison Gallimard est au cœur d'une très forte actualité, à la fois économique et éditoriale. La question de Richard Millet, nous en parlerons tout à l'heure dans le journal. Et puis, il y a la question tout de même de ce que Gallimard, ça y est, c'est désormais complètement officiel, bien que, bon, ça n'était plus qu'une sorte de faux suspense. Mais enfin, depuis cette nuit, nous savons que l'autorité de la concurrence a autorisé la Maison Centenaire, comme on dit, Gallimard, à se hisser au 3e rang des groupes d'édition français avec le rachat de Flammarion, une transaction qui s'élève à 250 millions d'euros, 185 millions hors dette, c'est l'équivalent du chiffre annuel de Gallimard. Vous devenez ainsi, après Hachette et Editis, le 3e éditeur en France. Est-ce que cela a une incidence, justement, sur la question, je dirais, industrielle du livre, et quant à sa sauvegarde papier, ou à son évolution, là aussi, d'être désormais le 3e groupe éditorial en France sur la question justement du numérique et des nouvelles technologies? Si vous voulez, ça permet d'atteindre la question du poids éditorial et du rapport de force entre
je dirais la distribution aux grands opérateurs, hein, etc. et l'édition est évidemment au cœur de l'évolution, de notre analyse de l'évolution du livre numérique et de son rapport au livre papier. Il est évident que plus nous sommes en situation de tenir ce rapport de force, de tenir aussi des positions politiques fortes, notamment de croyance dans un marché régulé. Plus on sera en situation, effectivement, de préserver le développement d'un marché du livre numérique et papier homogène. Le rapport de force, il se situe principalement sur quoi? Sur les questions de droit? Alors, sur la question des droits, c'est plutôt avec les auteurs. Oui, non, parce que la question du numérique a semé un peu la zizanie entre les éditeurs et les auteurs. Oui, mais je veux dire, c'est pas en rachetant Flammarion qu'on résout cette question. On résout cette question en parlant avec les auteurs, en essayant de faire nécessairement évoluer le contexte légal qui encadre la propriété intellectuelle et l'exploitation des œuvres. On sait que le numérique pose de nouveaux problèmes, y compris au niveau des droits, de définition de l'exploitation permanente et suivie des œuvres. C'est une obligation. Il n'y a plus de livres épuisés grâce au numérique. Oui, il y a plus de livres. Enfin, il y a potentiellement plus de livres épuisés. Effectivement, vous avez raison, puisque c'est l'économie de l'accès d'une certaine façon, donc qui permet et non plus à proprement parler de la reproduction, même s'il s'agit encore de reproduction dans le numérique. Pour autant, la problématique de l'exploitation réelle de ces œuvres se pose, par exemple, aujourd'hui. J'attire votre attention sur le fait que Amazon parle beaucoup d'être lui-même éditeur, de proposer des services d'auto-édition à ses auteurs, mais Amazon, dans ses engagements, comme d'autres opérateurs du reste, n'a aucune forme d'engagement d'exploitation des œuvres à l'égard de ses auteurs auto-édités. Pour l'instant. Il n'en tient pas compte. Ce n'est pas de contrat d'auteur qu'il signe Amazon avec ses auteurs auto-édités. Contrairement au rapport auteur-éditeur, qui, dans le cadre de la cession que fait l'auteur à son éditeur, il y a un certain nombre, c'est un contrat équilibré avec des obligations respectives et notamment d'exploitation permanente et suivie. Il y a la question de la rémunération, de l'assiette de la rémunération. Tout ça est en discussion entre auteurs et éditeurs. Ça concerne Gallimard, mais qui a sa propre politique à ce niveau-là, mais ça concerne aussi l'ensemble de la profession qui en discute avec les auteurs. Le dialogue n'est pas aisé, mais il va reprendre là à la rentrée en l'occurrence. Christian Thorel? Oui, je voudrais dire que notre travail à nous, qui est donc un aval de cela, consiste à organiser, les libraires, à proposer, de travail de libraire consiste à organiser, à proposer, à exploiter dans le meilleur sens, avec toutes les vertus que nous savons donner à notre travail, exploiter des fonds. Et aujourd'hui, je veux dire, en France, il est évident que la présence de la Maison Gallimard, avec le fonds le plus exceptionnel de l'édition française, est un outil de base. Il n'est pas le seul. Nous avons des fonds à notre disposition, des grands fonds, le Seuil, Actes Sud, Fayard, et La Découverte, et Jeanne Oublie, l'édition de Minuit. Et donc ces fonds sont le cœur de notre travail. Si ces fonds, le numérique nous permet un accès encore plus permanent qu'aujourd'hui à ces fonds, c'est pour nous un outil formidable. Notamment sous forme d'impression à la demande. Sous forme d'impression à la demande. Alors moi j'ai quand même une question à vous poser, vous avez 1 minute pour y répondre, et nous y reviendrons ensuite dans la seconde partie. Christian Thorel, quel intérêt moi j'ai aujourd'hui à venir chez vous dans une librairie depuis mon ordinateur, je peux me commander un livre que je paierai pas cher, Amazon me fait cadeau des frais de port. Voilà. En 1981, lorsque Jérôme Lindon a pu amener enfin la loi sur que nous étions quelques-uns à souhaiter, qui est la loi sur le prêt unique, sur laquelle tout s'est construit, et pas que chez nous, une des choses qui était avancée, c'est que le livre avait besoin d'un espace de visibilité dans les villes. Attendez, le livre avait besoin le livre avait besoin d'un espace de visibilité. Oui. Je pense que le livre, il a toujours besoin. Je le vois sur l'ordinateur. Non, c'est pas un espace de visibilité. Vous ne pouvez pas dire que 1500 mètres carrés plus toutes les librairies de Toulouse développées, c'est-à-dire que les 200 000 titres ou 300 000 titres disponibles immédiatement dans Toulouse, dans des espaces visibles, dans des espaces réels, on trouve la même chose sur Internet et sur votre écran de 50 cm². Donc je pense que c'est ça notre activité. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Blanchet. Vous avez recensé attentivement, comme moi, les contributions très intéressantes dans la livraison de la revue Le Débat, édité chez Gallimard, décidément, d'août de cette année. Oui, c'est un très bon numéro, un numéro spécial sur le livre, il s'appelle Le Livre, le numérique. Derrière une contribution, avec une longue interview d'Antoine Gallimard qui fait un point tout à fait éclairant sur cette affaire. Et effectivement, je m'en suis beaucoup servi pour cette petite chronique. Alors, cette chronique, eh bien, les éditeurs, les distributeurs, les libraires, toute la chaîne du livre s'est longtemps rassurée à bon compte en se disant qu'elle avait bien le temps. Que le livre numérique, c'était pas pour demain
Et il est vrai que sa consommation n'a pas décollé de manière significative en France. Le bon vieux livre imprimé sur papier domine de manière écrasante avec 98% du total. Mais voici que les confrères d'outre-Atlantique lancent un cri d'alarme. 2/3 des lecteurs américains sont désormais équipés de tablettes ou de liseuses numériques, et ils ont appris à s'en servir. La preuve, 20% des livres vendus aux États-Unis l'an dernier ont été acquis sous forme de fichiers numériques. Quant aux livres papier, ils sont désormais achetés très majoritairement sur Internet, Amazon se taillant la part du lion avec 66% du total. Alors oui, l'incendie se rapproche de l'Hexagone et les murailles de notre fameuse exception culturelle semblent bien fragiles alors que les mastodontes américains sont en train de déployer leur artillerie numérique. Si la filière ne veut pas connaître la catastrophe qu'ont subi les industries musicales il y a 5 ans, il faut qu'elle se prépare à l'inéluctable. De même que nos systèmes de financement de la création audiovisuelle et de quotas d'œuvres locales vont subir le choc des télévisions connectées, l'édition française voit arriver le tsunami de l'e-book. Le secteur de l'édition a senti le vent du boulet lorsque Google s'est avisé, on se souvient, de numériser des centaines de milliers de livres français sans se préoccuper outre mesure des droits d'auteur. La justice française y a mis un terme par une décision de décembre 2009, mais l'affaire est-elle réglée pour autant ? Les jeunes générations évoluent dans une culture de la gratuité et l'on peut faire valoir que des milliers de titres anciens, quoique non encore tombés dans le domaine public, seraient bien mieux en ligne que perdus dans les rayonnages de quelques rares bibliothèques. La société de perception et de répartition des droits d'auteur qui a été montée à la hâte pour empêcher le pillage de ce trésor permettra-t-elle de sauvegarder les intérêts matériels des ayants droit ? Le plus urgent, c'était d'aligner la TVA qui pesait sur le livre numérique sur celle consentie au livre imprimé afin de rendre le premier, le livre numérique, donc attractif et de dissuader le piratage. C'est chose faite. Même s'il a fallu convaincre Bruxelles qu'un livre acquis sous forme de fichier téléchargeable n'est pas un service électronique. Mais attention, rien n'est réglé définitivement. Le grand atout du livre numérique consiste en effet en ses capacités, comme on dit, d'enrichissement par des images, des vidéos, de la musique, des données de toute nature qui sont d'ailleurs actualisables et puis bien sûr des possibilités d'interaction. Et là, le taux de TVA réduit à 7% ne pourra pas s'appliquer. En outre, Amazon et les autres plateformes en ligne continueront à payer leurs impôts au Luxembourg ou en Irlande, profitant de l'incapacité des Européens à harmoniser leur fiscalité pour des livres qui sont pourtant achetés par des lecteurs français. Rien n'est réglé surtout au niveau de la distribution. Les grandes maisons d'édition se sont résignées à passer des accords pour la diffusion de leur catalogue numérique avec le géant Amazon. L'irruption de Google eBooks, avec lequel ont signé plusieurs grandes maisons pour la numérisation de leurs ouvrages épuisés, va également provoquer un choc sur un marché déjà fragilisé. Mais les plus menacés, ce sont les libraires, nos libraires, qui survivent déjà difficilement avec des marges faibles, des loyers élevés dans les centres-villes, des conditions financières pénalisantes, car les best-sellers déjà vendus par la grande distribution risquent en plus de basculer vers le numérique. Alors question, le secteur du livre est-il prêt à affronter le tsunami du livre numérique ? L'exception culturelle est-elle tenable à l'heure où la dématérialisation des contenus rend l'existence même de frontières nationales largement illusoire ? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Christian Thorel, Alban Cerisier. Christian Thorel, libraire. Le tsunami, oui, c'est vrai qu'on ne sait pas la distance à laquelle ce tsunami est aujourd'hui. Il y a un temps que nous ne connaissons pas, dans lequel les transformations vont se faire. Est-ce qu'elles vont se faire progressivement ? Est-ce qu'elles vont se faire de façon brutale ? Je veux dire, ce qui est extraordinaire depuis, on va dire, une quinzaine d'années que le numérique est venu nous secouer, c'est que la production d'écrits dans le domaine de nos métiers, enfin, et dans le domaine de ce qui aura enrichi notre civilisation, et je ne vais pas prendre le mot civilisation au sens de Richard Millet, mais bien donc cette civilisation du livre. Nous avons aujourd'hui des moyens comme jamais de repérage à travers l'histoire du livre, l'histoire récente du livre, l'histoire de l'édition et ses bouleversements récents.
Simplement, cet ensemble de choses dont le dernier, ce numéro du débat, ou ce petit livre que j'ai qui s'appelle Correspondance sur la destruction du livre et de ses métiers, qui est d'un de mes confrères parisiens, Dominique Mazuet, cet ensemble ne nous permet tout de même pas de prophétiser quand ce tsunami va... les États-Unis, eux, le connaissent déjà. Attendez, donc on a généralement quelques années de retard, mais pas beaucoup sur les États-Unis. Vous n'étiez pas là tout à l'heure quand on a effectivement abordé la question des États-Unis. Je veux dire, le modèle américain est un modèle, le modèle français du cinéma est un modèle. Pour le moment, le modèle français du cinéma résiste face au modèle du cinéma américain. Peut-être faut-il rappeler l'exemple de Barnes & Nobles, donc qui effectivement ne trouve tout de même pour l'instant pas fortune avec le numérique. Perd énormément d'argent. Tout en étant un concurrent crédible à l'offre d'Amazon. Voilà. Il faut quand même le signaler. Donc effectivement, la connaissance que nous avons de ce qui est en train d'advenir, je pense, encore une fois, ne nous permet pas, d'ailleurs dans ce numéro du débat auquel vous faites allusion, quelqu'un comme Pierre Assouline défend effectivement de façon très volontaire, défend les apports de ce tsunami. Et c'est une opinion, et on peut la respecter. Jacques Attali ne s'est pas privé de débordements, lui aussi. Par contre, quelqu'un comme Éric Orsena, qui a été très en avance, est aujourd'hui plus mesuré, parce qu'il faut tout de même mesurer les effets sociaux, et par exemple, les effets urbains, j'allais dire. Le livre, certes, c'est une chose en soi qui va être propre à chacun à travers sa bibliothèque, qu'elle soit réelle de papier ou qu'elle soit immatériel et donc non visible, comme le dit Pierre Assouline. On ne saura plus repérer les gens à travers leur bibliothèque. Et moi, je pense que ça, c'est une chose extrêmement importante. C'est-à-dire, il faut encore une fois... On les repérera en regardant ce qu'ils ont dans leur Kindle ou dans leur liseuse. Ah d'accord, voilà, dans leur Kindle. C'est-à-dire que vous allez leur piquer leur Kindle. Vous allez ça serait pour regarder leur bibliothèque. Une autre forme de socialisation. Les gens se montreront ce qu'ils ont dans leur Kindle. Non, je pense que ils conserveront peut-être pas leur bibliothèque parce qu'ils auront changé de fournisseur et ils n'auront plus la possibilité d'y accéder. Il y a aussi cette possibilité-là. Là où j'irais plutôt dans votre sens, monsieur, c'est que on ne peut pas parler en France de tsunami, c'est une évidence, ni en Europe d'ailleurs, peut-être en Angleterre, c'est à voir, mais la valeur d'usage du livre numérique, aux États-Unis, elle est attestée. Ça, c'est sûr qu'on ne peut plus le constater. Il suffit de se balader dans les rues de New York pour se rendre compte qu'on lit massivement au format numérique et c'est évidemment... les tablettes rentrent dans la poche d'un jean à l'arrière. Et que les tablettes ou les liseuses rentrent dans les poches d'un jean, voilà, etc. Donc ça c'est sûr. Et dans une étude que nous avons fait récemment avec la SOFIA et la SGDL, on a bien vu que si le taux d'adoption du numérique par les lecteurs français était très très faible et le taux d'appétence était très très faible également, c'est quand même un élément à voir à aujourd'hui. Pour autant, pour ceux qui s'y sont mis, en termes de valeur d'usage, encore une fois, la perception est plutôt bonne et plutôt pas en distinction fondamentale par rapport à l'expérience d'un lecteur habitué ou familier du livre imprimé, et fondamentalement attaché au livre imprimé. Donc je pense que là, il y a une question, il y a une réalité. Il y a quand même une réalité, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui dans les statistiques les plus récentes, c'est quand même qu'il y a un tassement de l'évolution de la consommation de livres numériques. Voilà, depuis c'est sur ces 3 derniers mois, hein, on voit que la courbe qui était ascensionnelle, mais alors à un point très très marqué, est en train de se tasser. Le papier résiste. Donc le papier résiste, et puis peut-être que le marché numérique aussi a atteint un certain stade de saturation, qui peut s'expliquer de plusieurs manières. Hein. Ça peut être lié aussi au prix des livres numériques, qui ne sont pas aussi bas que le consommateur américain aurait souhaité qu'il le soit, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs. Je prends au bon tout de même à nouveau, parce que la question au fond cruciale, elle n'est pas vraiment celle du prix. Oui. Hein, tout simplement, si je prends encore un livre qu'on a beaucoup aimé ici, voilà, la théorie de l'information, qui d'ailleurs parle au fond de tout cela, parce qu'après tout, on est en train de parler de tout et de rien. Là, vous savez bien que tout ça finira dans une molécule ADN d'abeille, hein, c'est ce que nous dit Bélanger. Donc finalement, ça c'est mort. Bon, non, sérieusement, la théorie de l'information, Gallimard, Aurélien Bélanger, est vendue 22,50 € en version imprimée. Et il est vendu 15,99 € en format... 30%. Voilà. Oui, mais donc moi je vais acheter le livre à 30% moins cher. Vous allez acheter le livre à 30% moins cher. C'est un numérique, version numérique. Oui, et vous y trouverez, parce que vous êtes un... Pourquoi j'irai chez le libraire, là? Nos amis libraires. Marc Moichet, là, vous n'achetez pas le livre, vous achetez l'image du livre de Bélanger. C'est-à-dire, vous achetez une version de ce livre-là, de ce texte-là. Oui, mais à 30% moins cher, on peut penser que ça peut avoir du succès, ça. Le livre de Bélanger, il est publié chez Gallimard, c'est un livre de 250 pages sur papier blanc. 500. Il fait 500 pages. On l'a lu, hein. Bon. Non, excusez-moi.
Je suis sur le 250 on l'a lu et on l'a aimé. traditionnel. Donc c'est un livre de 500 pages avec la couverture traditionnelle de Gallimard, la papier. blanche. Voilà, cette double nature du livre qui est à l'œuvre depuis l'invention de l'imprimerie, je veux dire, elle persiste aujourd'hui, cette double nature, et vous faites allusion à une chose qui est la séparabilité. Vous dites le livre de Bélanger. Moi je dis le texte de Bélanger, étant entendu que est-ce qu'on peut diviser dans le livre de Bélanger publié par Gallimard de 500 pages sur papier, est-ce qu'on peut diviser et séparer l'objet de son support? Moi je pense que c'est aussi une des grandes questions. Brice Couturier évoquait la question des images bientôt dans le livre. Je pense que ce qui va peut-être changer, c'est effectivement la nature du livre. C'est-à-dire que... Ce qu'on appelle les liens hypertextes. Avec des liens hypertextes. Quand par exemple, et donc nous ne saurons Mathieu pas Riboulet parle du Caravage dans son dernier livre, chez Verdier, on pourra sur une tablette appuyer sur le mot Caravage et apparaîtra l'image du Caravage. Ouais, mais vous allez sur le web. Je veux dire, là, vous évoquez une lecture du web, qui est une lecture vraiment d'hypertextualité, et cette lecture, elle existe déjà. Elle nous a même envahis, à vrai dire. Donc, je ne suis pas sûr que ça se joue véritablement là, l'évolution. Non, le livre enrichi, ce serait le livre sur lequel il y aura de la musique, sur lequel il y aura des vidéos, et puis surtout, qui pourra évoluer avec le temps. Je pense aux livres d'économie que je collectionne, et qui sont dépassés au bout de 2 ou 3 ans, parce que les chiffres qui y sont cités sont faux. Enfin, ils sont simplement dépassés par l'évolution des choses. Le livre numérique nous permettra en permanence de corriger les données et de les actualiser, par exemple. Et ça, le livre papier ne pourra pas le faire. Mais je voudrais revenir à cette notion, parce que ça me paraît très intéressant, de bibliothèque numérique. Et surtout pour mettre en garde. Parce que la notion, il me semble, de bibliothèque personnelle va changer. Les lecteurs compulsifs comme moi, qui transforment leur garage et le cave de leurs immeubles en bibliothèque, vont changer de mode de conservation. Les livres sont lourds et encombrants. Demain, les titres acquis seront, comme on dit, dans un nuage, le cloud computing, mais il faut quand même le savoir, et ça on ne le dit pas assez, l'accès sera contrôlé par un réseau. On n'achètera pas un objet, mais on achètera un usage. Un accès, un usage, avec le risque qui n'est pas suffisamment pris en compte, à mon avis, aujourd'hui, que cet accès soit un jour bloqué, soit parce que la société fera faillite, tout simplement, soit parce qu'elle deviendra de plus en plus cher, et on perdra sa bibliothèque. C'est pour ça que, croyez-moi, moi je vais conserver mes bibliothèques papier dans mon garage. Et lisez attentivement les conditions d'utilisation des ouvrages numériques aujourd'hui que vous pouvez acquérir via des opérateurs, etc. Et vous vous rendrez bien compte qu'il y a une difficulté à ce propos. Parce qu'il y a, là encore, quand je parlais de non-engagement pour les contrats auteurs tout à l'heure, là il n'y a pas d'engagement des opérateurs à maintenir l'accès à la pérennité, de l'œuvre. D'où cette réflexion que nous avons avec d'autres professionnels d'édition, des libraires, des Lilicom, Orange, etc. Une réflexion d'un modèle dit ouvert qui garantirait un accès pérenne, neutre, à ces bibliothèques personnelles. C'est sûr que la perspective des opérateurs, c'est d'engager leurs clients, c'est ce qu'ils appellent la long-term value, c'est-à-dire se dire, voilà, je le prends une fois, dans un système fermé, parce qu'avec des formats propriétaires, avec des solutions de protection propriétaires, avec une tablette qui répond à certaines fonctionnalités, à certains critères, qui vous enferme durablement dans un contexte d'usage qui définit finalement votre comportement de lecteur. C'est là où est le danger, parce que là, effectivement, de telles conditions, si c'est extrêmement performant en termes effectivement marketing et commercial, est extrêmement dangereux parce qu'elle soulève des problèmes, comme le disait très justement Christian, des problèmes sociaux, des problèmes qui définissent la liberté du lecteur cette fois-ci. Qui sont les patrons au fond de sociétés qui diffusent le livre numérique? Est-ce que vous sentez des points en commun avec eux? D'ailleurs, nous les ferons venir un de ces jours ici, et évidemment au matin. Christian Torel, ce sont quoi, des éditeurs, des libraires comme vous, ou ce sont des gens très différents de vous? Les sociétés qui diffusent du livre numérique sont des sociétés qui nous dépassent tous. Nous ne les connaissons pas. Ce sont des choses informes qui nous dirigent. Nous diffusons, nous, du livre numérique, et nous organisons de façon totalement artisanale pour essayer de proposer une offre alternative, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, complémentaire.
les grandes sociétés, elles n'existent pas, en tout cas dans leur corps. Nous avons vu le patron de Apple bien souvent, parce qu'il incarnait une idée, mais cette incarnation, à travers des patrons, au bout du compte, ne veut rien dire. Aujourd'hui, la domination par les outils, la domination par les opérateurs, domination financière, domination technique, domination par cette invasion, cette soumission au flux, cette soumission à une modification de la vie urbaine. Brice Couturier faisait allusion en fait à une miniaturisation de nos espaces de vie dans lesquels nous allons devoir nous conformer, nous loger, nous lover avec... bientôt, on sera tous avec les lits japonais, 1 mètre au-dessus de notre tête et la tablette pour pouvoir lire et consommer. Bon, ces patrons-là, on ne les connaît pas. Ce qu'on sait, c'est que nous allons vers cette orientation-là. Alban Cerisier, Gallimard. Nous, à défaut de connaître, après en parler les patrons, nous les connaissons bien pour les pratiquer, pour négocier avec eux des pratiques commerciales, des contrats, etc. Et puis aussi pour débattre avec eux, vous évoquiez l'Europe. Effectivement, aujourd'hui, l'avenir du livre se joue essentiellement en Europe, se joue à Bruxelles, où effectivement, on voit s'opposer une pensée, alors là, c'est l'exception française, la régulation, très clairement, et le maintien d'un contexte économique. Notre régulation, elle n'est pas très orthodoxe. Elle n'est pas du tout, elle ne sait pas qu'elle est, sur le point de vue européen. Du tout orthodoxe, sauf que j'attire votre attention sur le fait que l'Europe est aussi signataire de conventions à l'UNESCO sur la préservation de la diversité culturelle, des expressions culturelles, et que quand même, le modèle français va bien dans ce sens, et que à aujourd'hui, la loi sur le prix unique du livre numérique n'a pas été contestée par Bruxelles. Elle n'a pas été formellement contestée par Bruxelles. Pas Donc encore. nous sommes dans un cadre, aujourd'hui en France... Pas encore. Oui, elle ne l'est pas. Et nous sommes dans un cadre aujourd'hui en France où nous pouvons préserver une maîtrise des éditeurs, des petites commerciales, et éviter des pratiques très agressive de captation de parts de marché qui se joue essentiellement sur le prix du livre. Et là, je suis d'accord, je vous rejoins sur le fait que la question du prix du livre numérique est une question effectivement essentielle. Parce que si, à Noël 2012, le livre pour citer un autre auteur qu'Aurélien Bélanger, Clélia Onfray, etc., des livres de la rentrée, ou de Darwin Geloun, ou de Philippe Gian, sont vendus à 0,99 par Amazon pour le public français, ça va être compliqué de défendre le livre papier. Donc effectivement... Regardez ce qui s'est passé pour le disque. Voilà, mais quand je dis défendre le livre papier, c'est pas défendre le livre papier en tant qu'il est papier, c'est de défendre le commerce des œuvres littéraires et leur disponibilité pour un public le plus large possible, et avec des catalogues les plus larges possibles. Donc ça se joue bien là, effectivement. Brice Couturier. Sans vouloir mettre un coin entre le représentant de l'édition ici, Alban Cerisier, et le représentant de la librairie Christian Tourelle, je voudrais quand même signaler quelque chose. Est-ce que vraiment les éditeurs jouent le même jeu que les libraires ? Il m'a semblé que c'était le cas jusqu'à il y a quelques années. Il me semble que c'est beaucoup moins le cas depuis quelques mois. Tous les groupes grands groupes de l'édition ont passé des contrats avec Amazon pour la diffusion de leurs fichiers numériques. L'idée que j'avais entendue défendue ici par un éditeur il y a 1 an ou 2, selon laquelle les lecteurs allaient venir commander leur fichier numérique chez les libraires, il me semble qu'elle a fait long feu. Ne nous illusions pas. Si on peut commander depuis son ordinateur sur son bureau ou dans son salon, on ne va pas aller chez le libraire, même s'il n'est pas très loin, pour commander la même chose. Tout à fait. Alors, Christian Tourelle, le libraire, et Alban Cerisier, l'éditeur. C'est très juste, mais que les éditeurs dussent se conformer au principe de réalité qui les environne et qui peut-être les écrase, et tâcher de tirer au mieux le bénéfice qui leur est nécessaire pour continuer Moi, ça me paraît pas totalement trop logique. Ça, c'est de la haute diplomatie, dites-moi. Mais non, mais on ne peut pas... Vous êtes sûr que tous les libraires pensent la même chose ? On ne peut pas tout le temps fermer les yeux. Ça, je ne sais pas. La représentation des libraires, c'est autre chose. Moi, c'est Ombre Blanche à Toulouse. Je pense que sur la question de la régulation, puisque tout de même, elle est en France très importante, la régulation de la loi sur le prix unique du livre papier en 1981, elle a produit des effets plutôt extraordinaire et très vertueux pour le lecteur, je pense l'avoir dit tout à l'heure. Effectivement, nous ne pouvons pas préjuger que la même arme aujourd'hui pour le livre numérique pourra donner les mêmes résultats, tout simplement parce que les adversaires, entre guillemets, en présence, à l'époque, il y a 30 ans, cette loi était d'une certaine façon pour réguler la puissance d'une Fnac qui était en naissance. Parce qu'on était encore sur un marché strictement intérieur. On va dire, c'était un marché intérieur. Aujourd'hui, ce marché international avec des méthodes nouvelles. Regardez ce qui s'est passé entre Samsung et Apple. Je veux dire, aujourd'hui, donc,
un des 5 plus grands opérateurs mondiaux, peut-être même le plus grand aujourd'hui, a écrasé complètement, via une décision de justice, a écrasé Samsung, au moins provisoirement. Je veux dire que aujourd'hui... Alors provisoirement, parce que cette nuit, en revanche, au contraire, Apple a été débouté au Japon sur le même type de procès. Marc Blanchet, il y a une trentaine d'années, nous pouvions faire appel à la conscience politique des citoyens en leur disant que cette loi Lang, elle était d'une certaine façon vertueuse pour l'ensemble des citoyens, parce qu'elle permettait un accès à la diversité, dans la diversité la plus grande de librairies, d'un réseau diffus. Aujourd'hui, comment peut-on appeler le citoyen lambda à simplement être un peu éclairé, en lui disant simplement, est-ce qu'il a envie d'être face à un monde dominé par 1, 2, 3 opérateurs. Moi, personnellement, c'est un monde que je réfute. Je préfère encore continuer à penser que peut-être l'addition de nos artisanats pourra contrevenir à ce tropisme Alors, Alban Cerisier sur... Non, je disais que je crois que les éditeurs sont quand même très très proches des libraires. Ils l'ont montré, notamment au travers de l'expérience, c'est vrai, qui n'a pas véritablement abouti, mais qui peut aussi se redéfinir de 1001 libraires, le fameux portail de la librairie, sur lequel il y avait un volet numérique. C'est un échec, mais c'est un échec, mais ça montre que c'est très difficile. Mais rien n'est perdu. Il faut continuer à avancer. Nous nous sommes mis en situation, au travers de plateformes de distribution, de servir l'ensemble des libraires, de leur garantir un accès égal au catalogue des livres numériques, c'est important, des conditions tarifaires égales également, pour éviter justement une sortie du marché de fait des libraires par des positionnements tarifaires qui seraient hors de propos. Je dirais qu'il y a l'appel à la responsabilité des citoyens, c'est certain, mais il y a aussi de mettre en situation les consommateurs, d'avoir une expérience de consommateur dans son accès aux livres numériques égale s'il va chez Christian Torel sur le site d'Ombre Blanche, par exemple, ou sur le site d'Amazon. C'est ça l'enjeu. Donc là-dessus, quand on va sur ce terrain-là, effectivement, se pose la question des mesures techniques de protection, de la simplicité d'usage, de la qualité du service, et c'est là-dessus qu'on doit travailler pour maintenir cette manière, une diversité du réseau. Si je puis me permettre, j'ajouterais que le consommateur, il faut qu'il se réfrène. Souvenez-vous du dernier titre de Jean-Philippe Toussaint, c'est l'urgence et la patience. Alors l'urgence, peut-être on est tous guettés parfois par l'urgence, mais en tout cas la patience, on ne l'a plus. Le livre, c'est du temps souvent un peu long, le livre tel qu'il est aujourd'hui. Lire le bouquin de Bélanger ou celui de Mouawad ou le roman de Ville, c'est du temps. Donc on peut parfois laisser l'urgence de côté, et donc cette illusion dominante du tout de suite, il faut que le consommateur aujourd'hui, il s'en débarrasse et qu'il se redonne du temps. Comment vous faites ? Il y a des nouveaux objets, il y a des nouveaux usages, il y a des nouveaux gestes. Mais qu'il fasse du yoga, je ne sais pas. Vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez pas vous-même vos téléphones portables comme voilà, et que puis quand on veut un morceau de musique, on le veut tout de suite. Oui. Chez les jeunes générations, on va pas l'attendre. Si on peut l'avoir immédiatement sur Internet ou sur son portable, on l'acquiert. Donc moi, je crois aussi une espèce de mutation culturelle. Vous êtes bien gentil de faire appel aux citoyens, mais pensez d'abord aux consommateurs. Mais je suis un garçon très gentil. Non, mais quand le consommateur et les citoyens sont schizophrènes, comme chacun sait. Et vous savez bien par ailleurs qu'il y a des courants idéologiques profonds. Les militants de la gratuité ont fait, par exemple, échouer la ratification du traité ACTA dans de très nombreux États européens. Il y a eu des manifestations jusqu'en Pologne, énormes, de jeunes qui disaient « pas question, on veut l'accès libre à Internet, on ne veut pas payer, tout simplement ». C'est un contexte culturel difficile. Oui, et c'est du reste de droit constitutionnel, d'une certaine façon, qui s'oppose en tout cas, qui est le droit de la propriété et le droit, effectivement, de l'accès à la culture, à l'information. Et effectivement, le débat sur l'ACTA, on a également des débats aujourd'hui sur la gestion collective des œuvres indisponibles, on l'a vu, qui s'opposent, et c'est à ces questions-là que nous sommes confrontés chaque jour. Et ce qu'il faut, c'est arriver à trouver des solutions qui concilient finalement ces deux options. Je pense par exemple que la solution pour la gestion collective des œuvres indisponibles répondait à un besoin très simple, qui est de dire comment on met à disposition, et d'intérêt général, j'y insiste, comment on met à disposition du plus grand nombre cette zone grise des œuvres indisponibles du XXe siècle, que le support numérique peut
la longue traîne, fameuse longue traîne, et qui d'ailleurs, au travers du print on demand, pourrait aussi alimenter la longue traîne. Il faut librairie. expliciter un tout petit peu ce que c'est. C'est le fonds de catalogue, si vous voulez. C'est la vente du fonds de catalogue. C'est des trucs qui sont voulus, que seuls 10 ou 12 lecteurs en France voudraient lire, mais que du coup les éditeurs vont pas s'amuser à réimprimer pour autant. Mais qu'ils trouvent en librairie. Du numérique. Mais qu'ils trouvent en librairie. Mais non, ils sont indisponibles. On trouve que quand de rares bibliothèques. Non, c'est fini. Le nombre de références qui est effectivement vendu, je crois, sur l'année dernière en librairie et en ligne, je crois que c'est 680 000 quelques références différentes. Donc ça montre à quel point le catalogue est déjà étendu. Mais il y a 500 000 œuvres en plus sur le XXe siècle qui sont considérées comme indisponibles et pour lesquelles la diffusion numérique peut aider. Là, il s'est agi de prendre une position, le législateur, qui allie justement le cadre de la propriété intellectuelle et l'intérêt général, qu'aura le citoyen, là encore, d'accéder à l'ensemble de cette offre. Et les débats montrent bien la complexité d'un tel positionnement. Christian Thorel, vous voulez rajouter quelque chose sur cette longue traîne La longue traîne, moi je ne savais pas que je faisais de la longue traîne depuis 35 ans. C'est le spécialiste de la longue traîne. Non, mais je veux dire, il faut aller dans son nous sommes un certain nombre de libraires, et j'espère de plus en plus nombreux, à pouvoir offrir des fonds. Si nous additionnons, les fonds vendus par les grandes librairies de province et de Paris, nous sommes largement au-delà de ce que font les grands opérateurs du type Amazon. Donc la longue traîne, c'est pour moi, c'est la politique de fonds. Oui. Alors, ça pose la question de la mutualisation entre libraires. Bien sûr. Pour terminer cette archive tout de même, parce qu'on se pose beaucoup la question de savoir si un jour le livre va disparaître ou pas, et c'est peut-être pas à cause du numérique qu'il disparaîtra, c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'y aura plus personne pour lire, puisqu'on s'interrogeait déjà, souvenez-vous notamment, et c'était en 1966, sur la disparition, l'amenuisement des lecteurs. Et c'est une archive en forme de clin d'œil pour saluer, puisque nous étions en vacances tout à ce moment-là, pour saluer Michel Polac. C'est la première émission de littérature de Michel Polac, qui est mort il y a un peu plus de 15 jours. Écoutez cette archive donc de septembre 66. Ça vous ennuierait pas de lire ce qu'il y a écrit là? Librairie. Non, en dessous de librairie. 58% de Français ne lisent jamais un livre. Nous avons tellement honte que nous sommes prêts à en donner à ceux qui voudront passer dans les 42% des Français civilisés. Qu'est-ce que vous en pensez? Approchez-vous un petit peu là. Qu'est-ce que vous en pensez de cette inscription? Je trouve que c'est très bien. C'est très bien parce que les Français lisent pas beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être pas beaucoup le temps. Eh oui. Mais enfin, il faudrait qu'ils le prennent, moi le premier. Et vous avez quand même un peu de temps, non, les week-ends, tout ça? Dans les week-ends, vous savez, j'ai les enfants, il y a la voiture, faut s'en occuper. Alors, vous savez, avec la vie moderne, on est assez pris, malgré tout. Ouais. Alors, il reste peu de temps pour la lecture. Il reste peu de temps pour la lecture, oui. Alors, est-ce que vous êtes dans les 58% ou dans les 42? Oh, plutôt je crois que dans les 42. Vous lisez beaucoup? Oui, assez, oui, c'est souvent, oui. Qu'est-ce que vous aimez lire? Oh, pas manquer un peu de tout, enfin des choses intéressantes, des choses qui vous laissent quelque chose dans la tête. Est-ce que vous êtes des 58 ou des 42? Vous savez, moi j'ai pas le temps de lire, alors... Vous êtes des 58 alors? Oui, plutôt. Ouais. Bon, vous arrive quand même de lire un livre de temps en temps? Le journal. Le journal? Oui, les sports. Les sports. Oui. Vous n'achetez jamais de romans? Non. De livres d'histoire? Non. De livres de collection de poche? Non. Jamais? Jamais. Voilà, c'était un extrait de l'émission Bibliothèque de poche de Michel Polac du 14 septembre 1966. Vous n'étiez pas né, Alban Cerisier. Comme quoi, il faut se garder toute prédiction, parce que le livre est loin d'être mort et il sait jamais. Le marché du livre est stable, mais il est quand même positionné très très. C'est le livre est le bien culturel le plus consommé en France. Et la France est un pays de lecteurs. Le nombre de grands lecteurs diminue, mais ça reste un grand pays de lecteurs. Christian Thorel. Moi, j'ai compris qu'il fallait se débarrasser des voitures pour avoir le temps de lire. Maintenant, j'espère surtout qu'il faut pas se débarrasser des enfants, parce que les enfants, ce sont ceux qui vont quand même continuer, j'espère, à lire. Donc là, je ne suis un peu en désaccord avec l'interlocuteur de 1966. Non, plus sérieusement, moi, je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de place. Et je ne dis pas ça avec un optimisme béat. Je pense que quand je vois tous les jours le nombre de personnes qui rentrent dans ma librairie, tous les jours le nombre de personnes qui vont devant l'ensemble des rayons de cette librairie, je me dis que c'est pas possible, votre tsunami est quand même encore un peu loin. Alors on va l'observer, mais si c'est possible avec des jumelles très puissantes.